Bonjour à tous. Nous allons vous parler maintenant de décrochage et d'insertion professionnelle. Alors, juste un élément de définition. Le décrochage, c'est le processus qui conduit un jeune à abandonner une formation avant l'obtention du diplôme qui la sanctionne. Donc nous allons, pour les besoins de ce débat, utiliser une définition assez large, c'est-à-dire entendre le décrochage aussi, le fait d'abandonner jusqu'à la veille d'une insertion professionnelle réussie. Juste deux chiffres qui sont tout à fait frappants. Aujourd'hui, nous avons 1,7 million de jeunes qui sont sans emploi et sans formation. Il y a 100 000 jeunes qui décrochent chaque année du système scolaire. Dans quelques années, nous aurons aussi des millions de jeunes qui n'auront jamais travaillé et qui ne pourront jamais travailler. Le constat est absolument dramatique, tout le monde s'accorde dessus. Et il existe pourtant des solutions, et nous avons ici avec nous trois représentants d'acteurs majeurs du domaine qui pourront nous expliquer comment insérer dans l'emploi des jeunes décrocheurs. Donc avant d'explorer ces solutions et de les illustrer avec nos trois invités, je vous propose de revenir rapidement sur ce qu'est le décrochage et sur les facteurs de décrochage. Sur le constat, peut-être, colonel Bocon-Liodet. Oui, bonjour. Alors, peut-être un mot sur le SMA, peut-être. Oui, le SMA, c'est une institution outre-mer, dans nos outre-mer. C'est un dispositif militaire d'insertion socio-professionnelle qui se fait au profit des jeunes de 18 à 25 ans, résidents outre-mer, et qui vise à les insérer dans ce qu'on appelle le vrai monde. Aujourd'hui, c'est 6 000 jeunes insérés à 77%. Merci. Donc, sur les facteurs du décrochage. Alors, les facteurs du décrochage, pour nous, ils sont multifactoriels. Et on peut dire que les premiers signes, certains voient les premiers signes de ce décrochage dès le primaire. Donc c'est vraiment un processus très long, il n'y a pas un facteur pour l'ensemble de la population. Le deuxième, nous on identifie deux typologies de facteurs, des facteurs qui sont liés à la personne, qui sont individuels donc, à l'exclusion de tout process éducation nationale, enfin école. C'est lié à la famille, c'est lié à l'environnement, c'est lié à la motivation du jeune, c'est lié à des problèmes psychologiques, cognitifs, etc., etc. Et puis une deuxième catégorie de facteurs qui sont liés en fait à l'école. Le passage à l'école. Donc c'est pas du tout un jugement sur l'école, c'est en fait il y a des analyses des études qui se sont portées là-dessus, au process pédagogique, à l'environnement scolaire, pour lequel le jeune, la motivation, qui font que les jeunes, en fait, ne vont pas jusqu'au bout du process, mais ça, vous l'avez dit au départ. Voilà, donc globalement, il y a deux grandes familles, et c'est un processus, je le répète, qui est très long. Merci. José Fonseca, qui est délégué à l'international et à l'outre-mer des Compagnons du Devoir, est-ce que vous voulez compléter sur les facteurs du décrochage? Oui, effectivement, on est ici devant une spirale pour laquelle il est important de tirer les enseignements, en tout cas les constats, sans forcément les stigmatiser. Et cette spirale, on ne peut pas l'attribuer uniquement à un seul acteur, ni uniquement aux jeunes, à l'environnement familial, à l'éducation nationale, à l'État. Je pense que c'est l'affaire de tous effectivement d'observer ce constat et d'en tirer les meilleurs axes de développement pour les accompagner dans cette réinsertion. Merci. Alors Éric Dujoncois, qui est directeur outre-mer des apprentis d'Auteuil, comment, quand on est une entreprise et qu'on est confronté à ce phénomène du décrochage, quel rôle l'entreprise peut-elle jouer et comment peut-elle être actrice de l'insertion professionnelle? Juste un petit mot pour présenter Apprentis d'Auteuil pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Notre vocation est de nous occuper d'enfants et de jeunes en difficulté sociale et scolaire, et nous éduquons et nous formons des jeunes en métropole et en outre-mer, à peu près 25 000 jeunes chaque année et 1 500 dans les outre-mer. Des jeunes qui, justement, sont avec ces difficultés à trouver leur chemin pour devenir adultes et citoyens, pleinement citoyens. Donc, la place des entreprises, je pense que, vous l'avez dit, on est face à un phénomène de société dont personne ne peut se considérer comme non concerné. Donc, et les entreprises ont leur rôle à jouer
pour, en tant qu'entreprise citoyenne, regarder comment elles peuvent participer à ce chantier qui est un chantier immense et qu'on ne pourra pas traiter par petits bouts. Une difficulté, ça serait de se dire, moi je suis chef d'entreprise, je suis prêt à embaucher du monde, pourquoi pas des jeunes qui sont en insertion et qui ont eu un parcours difficile. Et puis il se trouve que je suis en recherche de main-d'œuvre, donc je ne vois pas comment on peut arriver à la situation où je cherche j'ai besoin de main-d'œuvre. Il y a des jeunes qui sont accompagnés vers l'insertion, et bien il suffit de connecter. C'est plus compliqué que ça parce que, comme on l'a dit, le décrochage, c'est un processus lent et progressif. Le raccrochage ou l'insertion, c'est un processus lent et progressif. Et chaque acteur ne peut pas accompagner le jeune tout seul. Donc l'entreprise, eh bien, elle doit se préparer, avoir un projet pour accueillir ces jeunes-là. Elle ne peut pas le faire tout seul, parce que d'abord, ce n'est pas son métier de faire de l'accompagnement éducatif et social. Il faut faut que les acteurs soient ensemble pour mener ce travail, cet accompagnement. L'entreprise, sans doute des partenaires comme ceux qui sont autour de la table, qui peuvent accompagner le jeune de façon un peu plus individuelle, voir un peu comment dans l'entreprise on peut créer les conditions pour que le jeune qui est en difficulté à l'école, qui est en difficulté dans le collectif, puisse trouver un lieu où il va pouvoir être reconnu, où il va pouvoir se sentir à l'aise pour développer ses talents. Tout ça est fort possible, mais il faut créer ces conditions. Il faut qu'on se mette ensemble pour le faire. Merci Eric. Alors justement, on va approfondir les méthodes, les outils, les moyens d'accrocher entre guillemets un jeune et de lui permettre de s'insérer dans l'emploi. C'est une palette de solutions extrêmement concrètes pour répondre à des problématiques très concrètes, pour reprendre une expression employée lorsque nous avons préparé le débat par le colonel Bocon-Liaudet. Donc justement, colonel, est-ce que vous pouvez approfondir un peu cette notion de l'approche socio-économique que vous développez au SMA pour faciliter l'insertion du jeune dans l'emploi? Oui, alors déjà, on ne construit pas un jeune. En fait, il se construit et on l'accompagne. Et on en a parlé. Il y a juste un point sur lequel je voulais revenir, c'est que quand vous faites un des points communs à nos trois organisations, c'est qu'on est dans une communauté de lieux. Le jeune est accompagné dans une communauté de lieux, c'est-à-dire, en gros, en internat, pour la plupart. Et ça, c'est quand même un effet qui est fédérateur dans le côté éducatif, dans le côté prise de conscience de l'autre, dans le regard de l'autre, dans son propre regard sur les autres. Ça, c'est un élément qui est déterminant et qui structure dans souvent des environnements qui ne sont absolument plus structurés. Pour revenir sur votre question, alors au SMA, nous, on développe une approche socio-économique parce qu'on ne fait pas de l'éducation pour de l'éducation, de l'accompagnement pour l'accompagnement. Nous, on estime qu'il faut préparer le jeune au vrai monde. Et le vrai monde, c'est celui qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le monde économique. Donc il faut l'inscrire dans un process travail-emploi à la sortie des dispositifs. C'est ça la finalité, donc un projet professionnel. Et pour ça, on met en lien, on s'occupe de l'accomplissement du jeune. Ça, c'est une de nos préoccupations permanentes. On le dit souvent à nos cadres. Commencez pas à répartir les jeunes. Vous donnez 100% sur chacun des jeunes qui vous est confié. C'est un peu comme avec ses enfants. On ne partage pas son temps en disant on met la priorité ou pas. Et puis le deuxième point, c'est de répondre aux besoins des entreprises. C'est-à-dire qu'on ne forme pas pour former. On ne forme pas avec une posture de sachant. Voilà, on sait ce qui est bon pour vous, quel titre, quel diplôme, quelle formation. Non, on va voir les entreprises très concrètement. Et puis on a dit, de quoi avez-vous besoin? Et on essaye ensemble, en fait, de monter des parcours, des formations qui sont à la fois adaptées à l'accomplissement du jeune et à la fois adaptées aux besoins des entreprises. Bon, on est sur des publics, évidemment, qui sont des publics de décrocheurs essentiellement ou faiblement diplômés. Donc on arrive à monter ces parcours et qui correspondent sur chacun des territoires d'outre-mer à des référentiels différents. Le référentiel d'électricien, forcément il y a un tronc commun, mais on va l'adapter en fonction des besoins de Mayotte, des besoins des îles Marquises, des besoins du régiment de Koumak, enfin des entreprises de Koumak, voilà, avec des petites ou grandes différences. Et ça, cette approche socio-économique, ça nous amène à ce qu'on appelle un peu l'alternance SMA, c'est-à-dire faire rentrer au plus tôt l'entreprise dans le dispositif SMA, au plus près du jeune,
et faire rentrer le SMA au plus tôt dans l'entreprise. Voilà. Merci. José, quelle est l'approche des compagnons du devoir ? Alors effectivement, les compagnons de devoir basent leur formation, apprentissage en formation initiale et perfectionnement sur 2 points qui nous semblent essentiels. C'est la mobilité, le voyage, par moments nécessaire pour aller là où il y a de l'emploi, pour aller là où la formation se dispense, mais également parce que dans un environnement ou dans certains territoires, le métier choisi par le jeune n'est pas présent, est moins présent. Et effectivement, nous incitons ces jeunes à aller découvrir les cultures et les savoir-faire ailleurs pour sans doute mieux revenir et pourquoi pas développer ces savoir-faire localement. Le deuxième point sur lequel nous apportons beaucoup d'importance, le colonel Bocan-Yolé l'a souligné, c'est la vie en communauté, c'est ce groupe, ce mouvement qui fait qu'un jeune peut s'identifier, peut rentrer avec un peu plus de facilité peut-être et s'épanouir à travers le métier qu'il aura choisi. Une fois qu'on a relevé les freins aux problèmes qui nous animent sur le décrochage et sur la difficulté d'insertion, je pense qu'il est important de ressortir les solutions, les axes. Parmi ceux-là, il y a bien évidemment le socle de compétences, le socle de connaissances qu'il nous est important de soigner, et notamment sur une période charnière de 14-18 ans où il y a beaucoup de choses qui se passent ou qui ne se passent pas justement. Et là, je pense qu'on a à nous tous, de façon complémentaire, à suivre cette période des jeunes en particulier. Ensuite, je pense qu'il est important de favoriser les dispositifs qui fonctionnent bien, notamment ceux qui accompagnent la mobilité. Beaucoup en Outre-mer œuvrent à ce que les jeunes soient dans les meilleures conditions pour entreprendre un nouvel apprentissage, une formation. L'ADOM, le CNARM, Jeunesse Outre-mer qui œuvre beaucoup pour tisser un réseau autour du jeune. Je pense que ce sont des exemples qu'il faut mettre en avant pour, encore une fois, faire en sorte que le jeune soit dans les meilleures dispositions. Non pas pour tout faire à sa place et le mettre dans une case, mais en tout cas pour lui redonner confiance, parce qu'on a une jeunesse qui est formidable, pour peu qu'on croit un peu en elle et qu'on la mette dans de bonnes dispositions. Et bien évidemment, cette réalité économique qui est un constat inévitable, tous n'ont pas les moyens, les familles n'ont pas toujours les moyens d'aller se former à 7000, 8000 km en métropole, ou de rentrer dans certaines écoles ou dans certains organismes de formation. Et je pense qu'il est important qu'effectivement, chacun d'entre nous, les acteurs de la formation, de l'orientation, ceux qui développent ces dispositifs, ainsi que l'État, puissent avoir un regard bienveillant sur ces sujets-là et comment mettre les jeunes dans les meilleures conditions possibles. Concernant les compagnons du devoir et du Tour de France, de manière à favoriser cette formation, ce voyage, cette vie en communauté, on fait en sorte qu'une journée de formation, hébergement, restauration compris, ne coûte pas plus de 20 € par jour. Et effectivement, nous attachons beaucoup d'importance à ce que la formation, et notamment une formation de qualité, soit accessible à tous. Et enfin, je pense qu'il y a énormément de dispositifs qui fonctionnent bien aujourd'hui, mais qui sont par moments méconnus. Et là aussi, on a sans doute un rôle de communication, de bonnes paroles pour que, d'une part, ces dispositifs-là, je viens d'en citer quelques-uns, soient connus du plus grand nombre, outre-marins, ultramarins et puis en métropole, et qu'en complément de ces dispositifs, on puisse également développer des partenariats entre nos différents organismes. On travaille de très près avec le service militaire adapté en essayant de proposer à certains compagnons du devoir en fin de Tour de France de devenir formateurs au SMA, et systématiquement ça fait des expériences assez extraordinaires. Merci, on voit très bien au travers de votre intervention aussi qu'il faut lutter contre les idées reçues, donc il faut s'attacher de très près à l'expertise, l'expérience de ces acteurs, notamment que la mobilité, qui est souvent perçue comme un facteur de décrochage, peut au contraire faciliter l'insertion professionnelle, de même que le compagnonnage, l'internat, qui parfois est considéré comme un obstacle, au contraire peut être un facteur. Éric, je me tourne vers vous. Il y a aussi la nécessité d'incarner, de donner du sens à la formation, de savoir pourquoi on travaille, qui est essentiel. Comment, chez les apprentis d'Auteuil, vous parvenez à provoquer ce déclic ? Je ne sais pas si on est capable de provoquer ce déclic. Ce qui nous importe, nous, c'est que chaque jeune puisse être reconnu dans son parcours et dans ses réussites. Elles sont quelquefois petites, mais s'il n'y a personne en proximité qui est capable de dire aux jeunes, ça, c'est bien, ça, continue, eh bien, ce jeune-là, il n'arrivera pas à tenir dans la durée.
Ce qui me vient là, c'est que pour ce qui concerne les Outre-mer, on a une chance inouïe. On a des jeunes qui ont envie. Quelquefois, en métropole, on a des jeunes qui sont durs à bouger. En Outre-mer, on était ensemble hier, et quelqu'un a dit, en Outre-mer, on a des entrepreneurs. Ils vendent des trucs sur le bord de la route, ils se débrouillent, ils sont entrepreneurs. Ce qui leur manque, c'est quelquefois de pouvoir tenir dans la durée. Et pour tenir dans la durée, il faut qu'il y ait quelqu'un en proximité, et dans nos organisations, on le fait différemment, mais c'est la même logique, quelqu'un en proximité qui soit capable d'accompagner, qui soit capable de dire quand c'est bien, qui soit capable de reprendre quand c'est difficile. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on essaye de mettre en place, et au-delà de la formation, au moment du passage dans l'entreprise. C'est pour ça que je voudrais juste évoquer un exemple qui n'est pas un exemple ultramarin, mais qui nous paraît porteur d'avenir. Dans l'Est de la France, avec le soutien d'un conseil général, on a une petite équipe d'accompagnement des jeunes qui sont en apprentissage. Et on sait qu'en apprentissage, il y a un taux d'échec important. Et donc, on repère avec les CFA les jeunes qui ont des difficultés, soit au moment de la formation, soit dans leur temps en entreprise. On prend contact avec le tuteur en entreprise et il y a une personne qui est le vis-à-vis du jeune et qui va l'accompagner et qui va être un peu régulateur de cette période où il va passer de l'accompagnement et de la formation à la vie professionnelle. Et je crois que des dispositifs comme ça, c'est peu coûteux, mais c'est riche pour l'avenir et sans doute quelque chose qu'on pourrait déployer ailleurs et en Outre-mer notamment. Merci Eric. Alors vous l'avez compris, le sujet est majeur, est énorme, mais il y a également des acteurs qui connaissent extrêmement bien ces sujets-là, qui développent des solutions qui mériteraient d'être mieux connues, et que le principal enjeu, qui n'est pas le moindre, c'est de parvenir à casser les silos et à travailler ensemble au-delà des questions de périmètre et surtout d'ego. Merci beaucoup.